Merci, Monsieur le Président de séance. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je voudrais avant tout dire un grand merci au professeur Kerouadan de m'avoir associé à ce colloque. Notre histoire est un peu commune puisque nous nous sommes rencontrés, je crois qu'il y a au moins 25 ans maintenant. Et donc j'ai tout à fait le plaisir de parler de la pandémie du VIH-Sida, la politique étrangère et la diplomatie de santé mondiale. J'ai introduit ma présentation sur ce que Albert Einstein avait dit: le monde est trop dangereux à vivre, non à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Alors, l'Afrique, ou l'histoire du VIH-Sida, est une histoire actuelle. Notre histoire commune. Il n'est donc pas aisé de parler d'un fait récent. Chacun a son histoire, chacun a son interprétation. Une histoire avec plusieurs acteurs, mais je vais essayer de partager quelques points saillants à partir de ma modeste expérience observateur et acteur de la lutte contre le sida en Afrique, de comment une pandémie, un problème majeur de santé publique, a influencé la diplomatie, le dialogue intercommunautaire, la politique et même les relations interhumaines. Oh, c'est encore un grand mal, mais qui a créé des opportunités diverses. Comme une médaille, chaque chose, chaque problème, chaque fait a toujours une face positive et une face négative. Pas toujours équilibrée, parfois totalement déséquilibrée. Tout à l'heure, à midi, nous étions avec RFI, Radio France Internationale, et Madame Claire Hédon commençait par nous poser la question de savoir si la diplomatie de la santé mondiale est basée sur la peur. La peur. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais maintenant je peux dire oui. Oui, parce que souvent, l'homme dans sa sensibilité, et bien sûr que nous avons peur. Et la peur crée l'émotion, la peur crée l'action. Madame Michèle Barzac, qui était ministre de la Santé au temps fort du sida en France, disait « Ah, vous savez, nous avions même oublié de mourir, tant l'espérance de vie était chaque jour allongée. » Et c'est la réalité. En Afrique, dans les années 90, j'ai dit les années de braise, deux faits caractérisaient notre continent. La progression du VIH-Sida et les conflits. Alors, la progression du sida, ces années de braise, peut-être un retour en arrière. L'histoire du VIH-Sida commence par une discussion, une négociation diplomatique entre Jacques Chirac et Ronald Reagan sur la découverte du VIH. Et finalement, on sait, les Français l'ont véritablement découvert, c'était la Dream Team, du ganglion qui est parti de la Salpêtrière à l'Institut Pasteur.
pour finalement découvrir le virus du sida. Voilà la situation en Afrique en 1984, un an après la découverte du VIH. C'est une carte assez pâle, avec quelques points plus foncés, mais qui marquaient les prévalences les plus élevées chez les prostituées. Parce que, ayant des rapports multiples, non protégés, c'était presque les seules personnes concernées par le VIH en Afrique. Et c'était la réalité. Un célèbre chanteur zaïrois congolais avait chanté « Donner la face du sida à la femme ». Et le sida s'appelait Sidonie. Vous comprendrez pourquoi en 1984, l'Afrique semblait ne pas être concernée, parce que le virus a été découvert dans une petite communauté américaine. En 1984, 5 ans plus tard, la carte de l'Afrique prend des couleurs. Ce n'est pas des couleurs pour avoir une belle carte, mais c'est bien une coloration d'un tsunami qui approche. Tout le monde est à risque, puisque la transmission sexuelle en Afrique est confirmée, est hétérosexuelle. Et les hommes et les femmes en activité sexuelle sont tous à risque. Cette carte est encore plus belle. En 1994, et ce sont beaucoup de pays sont en couleur, en rouge. Rouge de sang en 1999, la carte est presque bien colorée et bien rouge. C'est ce que j'appelle l'Afrique en sang. Et oui, dans les années 90, l'Afrique fait face à un tsunami, un véritable. Parce que, vous voyez cette carte, rappelez-vous de la carte de 1984 et nous la reverrons à la fin. J'ai dit au départ qu'il y avait 2 dominantes. La progression du VIH-Sida et les conflits. Même si le sida était une guerre qui a tué plus que toutes les guerres en Afrique, toutes les guerres depuis 1980. Il n'y a pas eu une seule guerre qui a fait autant de morts, autant de dégâts que le sida en Afrique. Mais les conflits, dans ces années-là, vous voyez, il y avait 11 en 1989 jusqu'à 28 en 2002. Presque tous les pays africains étaient en conflit interne, interpays, conflits régionaux, du Burundi au Rwanda, en Ouganda, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, au Tchad, en Sierra Leone, au Libéria. Tous ces pays étaient en situation de conflit. Alors, 2 dominantes, et on a une raison de penser ou de se dire, mais ces 2 événements sont-ils liés? Y a-t-il une relation de cause à effet? Le VIH-Sida pouvait être facteur causal et effet. Ah, je suis un peu provocateur. Mais les conflits créent des conditions de propagation du VIH-Sida en augmentant la vulnérabilité des populations et surtout de la femme, les violences faites aux femmes. Les conflits aggravent la pauvreté, la famine, la destruction des services de santé et notamment
la destruction des services de transfusion sanguine. La transfusion sanguine est un moyen de transmission du VIH. Provoque les mouvements des populations internes ou des migrations entre pays forcées, la désintégration des familles et des communautés et les violences sexuelles. Aujourd'hui, même en Afrique, les questions de violences faites aux femmes, même aux jeunes filles, aux enfants. En République démocratique du Congo, c'est 1000 femmes qui sont violées presque chaque jour. La relation, oui, entre le VIH-Sida et les conflits est une relation complexe, mais je ne peux me permettre de dire la relation était de cause à effet. Mais c'est peut-être pour cela que, en avril 2000, la gouvernance mondiale, on en a parlé ce matin, le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour la première fois dans son histoire, se réunit pour exclusivement parler d'un problème de santé. Pas dans l'agenda habituel, mais un Conseil de sécurité spécial sur la question du sida, parce que l'impact du sida est devenu un problème important. Mais l'impact dans tous les sens, économique, social, culturel, c'est un problème de santé publique majeur qui est devenu et qui est mondial. Et donc la gouvernance mondiale doit donner son avis ou des orientations. Impact sur la sécurité et la paix en Afrique. C'est ce que dit le Conseil de sécurité en avril 2000. Le VIH-Sida menace la sécurité et la stabilité de nombreux pays en Afrique. Et on l'a vu, la progression des conflits entre 1980 et 2000. Mais un exemple, c'est ce qui s'est passé en Afrique australe entre 1985 et 2000. La sécurité alimentaire a été menacée par le fait de la progression du VIH-Sida, parce que la mortalité était élevée, les agriculteurs, les jeunes ont été touchés, malades, beaucoup sont morts, et donc la production agricole a baissé et a créé une tension alimentaire en Afrique australe. En juin 2001, après le Conseil de sécurité, c'est une session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies qui se réunit et qui interpelle la communauté internationale avec la déclaration d'engagement sur le VIH-Sida. Alors, 2 points importants, simplement pour lier au sujet de notre colloque. C'est la reconnaissance des conflits et des désastres comme facteurs favorisant la programmation du VIH, on le savait, mais quand c'est dit par l'Assemblée générale des Nations unies, c'est une question qui devient internationale. Mais aussi l'intégration des programmes de prévention du VIH-Sida, la promotion des soins et l'accès au traitement dans les forces de maintien de la paix en Afrique. Alors ça a été le cas tout de suite après cette Assemblée générale, la MONUC en République démocratique du Congo, la MONUL au Libéria, la MONUSIL en Sierra Leone. Ça, c'était pour donner un exemple de lien entre un problème de santé, la pandémie, et la diplomatie internationale, la gouvernance mondiale que représente le Conseil de sécurité des Nations unies. Alors, le deuxième volet de notre présentation, c'est que le VIH-Sida a été aussi, pour beaucoup d'acteurs, beaucoup d'humanitaires,
utilisé comme une porte d'entrée pour le dialogue intercommunautaire, et c'était la face, si on peut dire, un peu positive. Et aussi pour la médiation de la paix en Afrique. Le VIH-Sida est un facteur unificateur de confiance qui crée la confiance entre les communautés en conflit ou en tension, un moyen pour faire parler ceux qui ne peuvent pas. Le sida est un ennemi commun qui n'appartient à aucune classe sociale, qui n'appartient pas à une armée, qui n'appartient pas aux riches, qui n'appartient pas aux pauvres. Tout le monde est à risque et tout le monde peut l'avoir. Et donc, il peut bien favoriser le dialogue. Alors, j'ai pris 4 exemples pour parler à titre anecdotique d'une expérience personnelle, mais pas vraiment à titre personnel, parce que j'étais en charge de l'ONU-SIDA pour l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Et quelques exemples pour vous montrer l'implication du VIH-Sida ou les possibilités de cette face positive dans la diplomatie, le dialogue intercommunautaire, la médiation et le dialogue. Alors, on prend le conflit dans le Mano River. Le Mano River, c'est ce fleuve qui appartient à 3 pays d'Afrique de l'Ouest, la Sierra Leone, le Libéria, 5 minutes. Le Libéria et la Guinée-Conakry, et moindre mesure, la Côte d'Ivoire. Et là, en créant l'initiative des pays du Mano River contre le VIH-Sida, on a fait parler des femmes qui étaient engagées dans tous ces pays en conflit. On a fait parler les seigneurs de la guerre, les militaires, qui se rassemblaient à Abidjan pour parler de la lutte contre le sida, et on appelait ça « Attention aux violeurs violés ». C'est-à-dire que quand vous êtes milicien, vous violez une femme, vous pouvez vous faire violer en attrapant le sida. Et c'était extraordinaire de rassembler quelque part des gens qui se battaient sur le terrain. Le VIH-Sida entre haine et conflit entre frères musulmans et chrétiens dans le nord du Nigeria. Avec l'ancien président du Nigeria, le général Yakubu Gowon, célèbre dans la guerre du Biafra, et dans sa fondation, dans le nord, maintenant on est un peu rattrapé par la réalité, les conflits au nord du Nigeria sont de plus en plus touchaient presque tous les États. Mais là, on faisait rassembler des musulmans et des chrétiens pour les leaders religieux pour parler du sida, pour les former, les sensibiliser à la question du sida, et pour dire simplement le vendredi, vous savez que le vendredi à 1h, c'est l'heure de la grande prière à la mosquée, et souvent, les musulmans allaient à la prière, les chrétiens restaient pour le déjeuner, et ils revenaient, et on recommençait, on continuait la sensibilisation, la discussion au cours du sida. Mais ces réunions commençaient toujours par une prière musulmane et une prière chrétienne, et puis l'hymne national du Nigeria. Foi et amour à la patrie. Le VIH-Sida pour réchauffer les relations diplomatiques entre États. Ah, les acteurs sont encore vivants, mais très brièvement, je n'ai plus que 3 minutes, je crois. Dans un pays d'Afrique francophone, très lié à la France francophone, mais un pays ami de Jacques Chirac, candidat à la présidence de la République en 1988, qui perd, est soutenu par ce pays-là, et pour réchauffer les relations,
c'est Madame Mitterrand qui faisait une visite dans ce pays-là pour relancer les relations entre ce pays francophone et la France. Parce que ce pays, bien entendu, avait été dans la campagne de 1988 très proche de Jacques Chirac, qui avait perdu les élections. Mais il deviendra plus tard président de la France. Alors, le dernier, c'est un argument pour réconcilier les frères ennemis essentiel, une réconciliation. Ça, c'est l'expérience. Étant en charge de la facilitation de l'implication des premières dames d'Afrique dans la lutte contre le sida, deux pays, deux couples présidentiels qui étaient bien avant, bien longtemps, très très proches et qui se sont, pour des raisons politiques, sont devenus des ennemis. Et nous avons facilité, au nom de la lutte contre le sida, le séjour d'une première dame dans le deuxième pays pour leur donner l'occasion de se parler. Voilà quelques anecdotes. Encore le Conseil de sécurité en juin 2011, préoccupé par la pandémie. Quelques importantes résolutions du Conseil de sécurité. L'intégration du VIH-Sida dans les programmes de désarmement, de démobilisation, de réintégration. L'approche de commandement qui doit prendre en compte le VIH-Sida. La prévention je l'ai déjà dit, dans les forces de maintien de la paix. Le test du sida qui est pris en compte dans les politiques internationales de migration avec l'Organisation internationale de la migration et même dans les transactions commerciales avec l'OMC. Voilà, pour dire que la peur, je le disais tout à l'heure, citer la question de Mme Claire Hédon de RFI, oui, la peur facilite, et bien entendu la peur, le tsunami qui est arrivé a facilité de prendre le sida pas simplement comme un problème de santé, mais un problème avec des implications diverses. Et si cette réaction est liée à la peur, cela veut dire que si la courbe s'inverse, et que nous retrouvons aujourd'hui ou demain ou dans 10 ans dans la situation de 1984, le sida ne sera plus pris comme un élément pouvant faciliter la diplomatie mondiale parce que, effectivement, nous ne serons plus à même d'avoir peur de ce problème. Alors, je termine pour dire, nous avons appris qu'à travers l'action, nous avons réalisé le retour au point de départ, donc ne plus avoir peur du sida et donc de peut-être faire en sorte qu'il n'intervienne plus dans la diplomatie internationale, mais peut-être que nous pouvons nous servir de cette expérience et d'utiliser ces leçons apprises pour l'avenir. Je vous remercie.